Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Kevin Sahin, si je le dis bien, est-ce que tu peux me reprendre si c'est pas le cas? Sahin, ouais, tu l'as bien dit, je crois. Ok. Et du coup, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Du coup, Kevin, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais? Alors moi, à la base, je suis développeur, donc j'ai fait des études de développeur, une licence professionnelle à la fac de Toulouse. Et suite à ça, j'ai fait un stage dans une start-up à Toulouse, dans un lieu ça s'appelait la TIC Valley. Maintenant, c'est un autre nom, ça s'appelle l'IoT Valley. En gros, c'est un incubateur de start-up à Toulouse. Et donc, il y avait plein de start-up, machin. Et puis moi, pendant mes études, en fait, on avait un module avec un type génial dont j'ai oublié le nom. Sur les méthodes agiles. Et donc, on parlait beaucoup d'agilité, de start-up, etc., etc. Et puis, ça me plaisait pas mal. Quand on te donne le choix entre aller faire un stage dans une SS2I ou dans une start-up, j'ai choisi la start-up. Du coup, j'ai envoyé plein de lettres de motivation, etc., dans plein de start-up sur Toulouse. Et puis, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait Fiduceo. On faisait de l'agrégation bancaire, c'est-à-dire récupérer tous les comptes des gens que les gens ont dans des banques différentes, genre Société Générale, BNP, ce que tu veux, dans une seule et même app. Et après ça, en fait, on s'est fait racheter en 2015 par Boursorama. Donc, on est monté à Paris chez Boursorama. Donc, Boursorama, c'est une boîte vachement plus grosse que nous. On était une dizaine. Et là, tu arrives dans une boîte où il y a, je crois, 1000 personnes. Enfin, vraiment, c'est pas du tout la même échelle, c'est pas du tout les mêmes process, pas du tout, rien à voir, quoi. Je suis resté là-bas pendant 2 ans et puis, alors là, du coup, j'ai dépassé les 2-3 phrases de présentation. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, ouais, dans Boursorama, t'es resté pour ce projet ou t'as migré sur d'autres Ouais, je suis resté sur, je restais bosser sur les API sur lesquels je bossais chez Fiduceo, mais alors après il y avait aussi pas mal de projets transverses comme je rigole parce que tu sais, il y a tout un vocabulaire dans les grosses boîtes et bref, et du coup il y avait pas mal de projets d'innovation. Bon, alors souvent les projets d'innovation, c'est des comment dire, tu vois, tu vas explorer des domaines. Je sais pas, par exemple, dans le milieu bancaire, à cette époque-là, il y a 4 ans, on commençait à vachement parler de blockchain. Donc, tu vois, on faisait pas mal de prêts, de proof of concept autour de ça, etc., etc. Puis plein d'autres trucs autour. Je t'assure, c'est toujours le cas. Oui. Et du coup, je te disais, ça commençait en fait, on commençait à en parler. Et mais du coup, ouais, la plupart de mon temps, ça restait du développement sur des API, etc., etc. Ok. Et du coup, en fait, comme je te disais, mon boulot là-bas, c'était de coder des genres de robots qui vont aller extraire les informations des divers comptes bancaires des gens. Et du coup, ça s'appelle le web scraping, l'extraction de données depuis Internet. Et du coup, c'est un sujet qui m'a vachement plu parce que je me disais que, en fait, les possibilités sont infinies. Tu vois, quand t'extrais tu vois, Internet, c'est une mine d'or d'informations. Tu peux extraire tout et n'importe quoi et imaginer tout un tas d'applications autour de la data que tu extrais. Et du coup, j'ai fait un blog pour parler de ça, où j'expliquais aux gens avec des tutoriels comment extraire de la data depuis des sites internet.
Et bon, c'était mon premier blog. J'avais jamais blogué avant. Alors tu vois, t'étais un petit peu, tu vois, au début, t'as toujours le syndrome de l'imposteur. Genre tu te dis, bah voilà, moi ça fait que je sais pas 2 ans ou 3 ans que je suis dev. J'ai pas le comment dire. Le background nécessaire. Ouais, le background nécessaire, ou c'est même pas le background nécessaire, mais j'ai pas la légitimité, si tu veux, de d'écrire un article technique, alors qu'à côté il y a des mecs qui ont 20 ans d'XP et qui écrivent des articles. Et bon, donc au début tu as un petit peu peur, puis tu te fais mal, et puis tu le fais. Et alors, et moi j'ai eu la chance en fait de me prendre, avant de me prendre la vague de haters, tu vois, de me prendre la vague de gens qui m'encourageaient. Euh, et genre en fait, si tu veux, mes premiers articles ont été repris par des gros trucs. Alors pour ceux qui connaissent il y a le blog de l'IDE IntelliJ qui m'a repris. Enfin du coup, j'étais hyper enthousiaste quoi, très rapidement par rapport à ça. Et donc j'ai continué à bloguer, et puis il y a pas mal de mecs sur mon blog qui m'envoyaient des mails en me disant bah ce serait top si tu pouvais parler un peu plus en profondeur de tel sujet. Et donc je me suis dit tiens, enfin ça serait cool en fait de faire un e-book et d'aller plus en profondeur sur tous ces sujets qu'on me demande. Et donc j'ai commencé en parallèle de mon boulot chez Boursorama à écrire un peu le soir, machin, le week-end, ce qui allait devenir un e-book quelques temps plus tard. Et donc j'ai quitté mon job, j'ai fini cet e-book, je l'ai lancé. Alors j'ai essayé de faire ça de manière assez lean entre guillemets. J'ai fait une prévente, puis je me suis dit si tu t'arrives à en vendre 50 en prévente, tu le sors, puis sinon tu le sors pas. Et D'accord. puis j'y suis arrivé, puis je l'ai écrit, je l'ai sorti. Et donc ça c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire. T'as utilisé ce que tu avais sur ton blog, les leads de ton blog pour. Ouais, bien sûr. Ouais. En gros, si tu veux, mon blog, alors je pourrais plus te dire les dates précises, mais je dirais, je l'ai monté en 2015 ou 2016, et 2 ans plus tard, j'avais environ 10 000 visites par mois dessus. Ah oui. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même. Et du coup, ouais, carrément, en fait, du coup, une fois que j'ai sorti le livre, sur chaque article du blog, j'ai mis un petit lien en disant si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'en parle dans mon livre avec un petit lien vers le livre. Et encore aujourd'hui, ça me ramène l'essentiel de mes ventes sur le livre. D'accord. Et le livre, tu l'as mis payant directement ? Ouais, directement. Directement, d'ailleurs. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça a été mes premières expérimentations de pricing. Alors, si tu veux, donc, je t'explique un petit peu comment dire, le cheminement. Ouais, le cheminement. Alors attends, on va avoir un problème là. Oui, je viens de voir que il y a un compte à rebours qui vient de se déclencher. Bon, on en reparle quand ça arrive. Okay. Ou sinon, je te rappelle tout de suite, je sais pas. Non, on verra dans 10 minutes. Ok. Ouais. Alors du coup, en fait, le cheminement par rapport au pricing, c'est que si tu veux au début, donc je t'ai parlé, tu vois, de ce petit syndrome de l'imposteur. Donc, je sais pas si mon syndrome de l'imposteur est plus développé que la normale ou pas. Je crois pas. Je pense que tout le monde là, c'est ça. Oui. Mais bref, au début, je me suis dit bon, alors déjà j'ai eu du mal à dire j'écris un livre parce que, tu vois, même encore aujourd'hui, je dis c'est un e-book. Tu vois. Bref, mais du coup, je me suis dit. Alors attends. Est-ce que une petite question justement par rapport à ton livre, est-ce que tu as senti cette légitimité que tu as gagnée dans le fait d'avoir écrit un livre ? Est-ce que tu as ressenti chez les gens qui s'adressaient à toi d'une manière différente ou qui te donnaient du crédit parce que tu avais écrit un livre ? Alors pour le coup, ouais. Surtout, tu vois, aujourd'hui, maintenant que j'ai monté une boîte avec mon associé Pierre, dans le web scrapping, j'ai pas mal de clients ou de leads qui me disent j'ai vu que t'as écrit ce livre, t'as ton blog, machin. Enfin ça donne, je pense, ça donne un peu de crédibilité. Après c'est pas
bon, c'est pas ouf non plus. Oui, non, je dis pas que ça va te rendre le Mark Zuckerberg du web scrapping, Ouais. mais ça donne une certaine légitimité. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est très niché comme truc. Tu vois, quand tu dis web scrapping quelqu'un, bon, 99,9% des gens savent même pas ce que c'est. C'est un truc de niche, quoi. Oui. Non, mais dans ton secteur, on parlait de légitimité. Ouais, dans mon secteur, ouais, carrément, ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que la boulangère s'en fout un peu que tu écris un livre. Ouais. Et du coup, donc pour cette histoire de pricing, si tu veux, mon raisonnement au début, c'était de me dire, bon, c'est ton premier livre, t'as 3 ans d'expérience professionnelle. Du coup, alors, combien ça coûte un livre technique, tu vois, les références, machin. Bon, tu vas sur Amazon, tu regardes, je sais pas, ça coûte 30 €, 40 €. Bon, et là maintenant tu regardes, comme ça c'est la version papier. La version e-book, elle coûte combien? Elle coûte 20 €. Ok, donc du coup, moi, comme j'ai pas le niveau de ces mecs-là, que j'ai pas la légitimité de ces mecs-là, bon, bah, on va passer de 20 à 10. Et boum, mon premier pricing, c'était, alors c'était pas 10 €, c'était 12 $, je crois. Donc j'ai mis à 12 $. C'est un livre en anglais du coup? Ouais, c'est un livre en anglais. Et du coup, à 12 $ en prévente. Et là, je voyais que ça marchait bien, machin. J'avais quelques, je sais pas, 10 ou 20 préventes qui étaient parties à ce prix-là. Bon, j'ai tenté, tu sais, il y a le startup wisdom un peu, c'est de dire, double ton prix, quoi. Enfin, oui, en tout cas, essaye double, et si les gens se plaignent pas, tout va bien. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je suis monté à 20 $. Bon, et à 20 $, ça changeait pas le taux de conversion. Mais bon, je me voyais mal le vendre plus que ça en prévente, donc j'ai laissé à 20 $ pendant toute la prévente. Et lorsque c'est sorti, j'ai encore augmenté. C'est passé à 29, puis ça, pareil, ça se vendait toujours bien. Et j'ai rajouté des petits plus. En fait, j'ai fait 3 packages. T'as un package où t'as seulement l'e-book à 29 $, un package où t'as l'e-book plus tout le code source. Parce que si tu veux, dans le livre, il y a des extraits de code source, mais qui sont pas forcément complets. Et du coup, j'ai rajouté des extraits complets. Ah, c'est malin, ça, oui. Ouais, plus le livre à 49 $. Et ensuite, j'ai fait un 3e package Ultimate, où tu as tout ça, plus un accès à un forum où tu peux poser des questions et je réponds, ou d'autres lecteurs qui ont acheté ce package répondent à 69 $. Il y a une communauté, quoi. Et en fait, c'est ce package qui se vend le mieux. Ah, le plus cher. Ouais, c'est dingue. Genre, en fait, le package le moins cher, je le vends quasiment jamais. C'est soit le package avec tout le code, ou soit le package avec tout le code plus le forum. Et ça, tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment contre-intuitifs et que tu peux, parce que je me suis vraiment fait mal, quoi, pour moi, parce que, enfin, tu vois, je me disais, mais en fin de compte, là, les gens, ils achètent, au final, tu vois, ils achètent un PDF. Oui. Et d'ailleurs, tu as des gens qui me le disent, mais attends, tu vends un PDF est super cher. Mais en fait, du coup, quand tu te mets à la place de mon public, des gens qui achètent ce livre, la plupart du temps, c'est des développeurs qui sont bien payés et qui achètent de l'information. On s'en fiche, en fait, que ce soit un PDF ou ce que tu veux. Oui, clairement. Mais moi, j'ai vraiment eu du mal comme ça à trouver un pricing, et puis ça finit comme ça. Ok, j'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que tu penses que ton prix d'appel, donc le pricing le moins cher, que tu vends le moins, il n'est pas important pour vendre mieux le plus grand prix? Si, probablement, ouais. Probablement, ouais. Ok. Et après, je pense que si tu le retires, il y a moyen que tu vendes moins le prix c'est possible, ouais. Plus grand. Ouais. Après, tu vois, c'est comment dire. Bon, c'est déjà pas. Enfin, tout ça, c'était plus des expérimentations qu'autre chose. Je me suis la vente du livre, le marketing autour du livre, etc. Je me suis pas dit que j'allais me faire de l'argent, parce qu'en vrai, si tu peux gagner de l'argent, mais disons que 99% des auteurs gagnent pas d'argent avec leurs livres, vu le temps que ça prend. Tu vois là, en fin de compte, ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti. Je veux pas te dire de bêtises, mais j'ai dû en vendre pour peut-être 8 ou 5 000 $, 8 000 $, quelque chose comme ça.
Oui, effectivement, c'est bien, mais ça te permet pas d'en vivre. Ouais, alors après, tu vois, t'as des mecs qui font des livres autopubliés de code sur des technos hyper grand public, etc., et qui sont des cartons qui en vendent pour plusieurs centaines de milliers de dollars ou plus, mais c'est très rare. L'immense majorité des bouquins de code se vendent relativement peu. Pour plein de raisons, tu vois. Tu vois, dès lors que, moi, j'ai pas de DRM ni rien, tu peux retrouver mon livre sur n'importe quel truc de peer-to-peer. C'est hyper. Oui, c'est facile de facile, quoi. de Et le pirater. bon, tu vois, je m'en fiche. C'est pas. Moi, en fait, je l'ai surtout écrit parce que j'aime bien écrire, parce qu'on me l'a demandé, et puis parce que j'étais sûr qu'il se vendrait un petit peu grâce à la prévente. Voilà. Ok. Oui, c'est intéressant. C'est une question en général que je pose. C'est pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu l'as fait, et c'est quoi tes motivations derrière. Des fois, ça peut être parce que c'est quelque chose qui te plaît de le faire. C'est pas forcément pour le cash qu'on fait les choses. Il y a aussi des raisons un peu plus. Tout a commencé du blog, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, j'aime bien ce sujet. Ça faisait 2-3 ans que je faisais que ça avec mon boulot. Donc, je commençais, tu vois, au final, même si 2-3 ans d'expérience, ça paraît pas beaucoup. En fin de compte, 2-3 ans dans un domaine précis, je vais pas dire que tu as fait le tour de tous les domaines, mais disons que tu connais 2-3 choses sur le domaine en question, quoi. Ah, tu progresses pas mal, ouais. Et du coup, j'avais des trucs à dire, et puis je les ai dit, quoi. Ok. Du coup, pour continuer sur ton parcours, parce que là, on s'est arrêté quand tu étais chez Boursorama et que tu as commencé à lancer ton blog, tu as fait quoi après ça? Du coup, donc après ça, j'ai écrit le livre. Et ensuite, donc là, c'est là qu'intervient mon associé et ami Pierre de Wulf. En fait, si tu veux, Pierre et donc disons que là, l'essentiel des side projects que j'ai pu avoir quand j'étais étudiant ou quand j'ai commencé à travailler. Donc il y en a pas mal que j'ai fait tout seul, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai fait avec Pierre. Si tu vois, on faisait nos projets à deux, puis ça. Tu l'as rencontré comment, Pierre? Alors Pierre, au lycée, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Ah oui. On a fait un peu de fac ensemble aussi, une année. Et donc voilà, ça, je le connais depuis très longtemps. Et du coup, on a fait notre premier projet. Tu sais, c'est un peu, tu vois, la maladie du side project, c'est-à-dire que la plupart des projets, tu les finis jamais, etc., etc. Oui. Et un des premiers projets qu'on a fini, c'est un projet qui s'appelle shoptolist.com, qui existe encore. En gros. Et c'est le drame. Thank you. Le truc à raccrocher. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. On est back dans le game, donc j'enregistre. Donc on reprend sur la question, là où t'en étais, tu étais en train de dire, de parler de comment t'as rencontré ton associé. Ah oui, ouais. Donc du coup, je te parlais de shoptolist.com. Donc shoptolist.com, c'est un des premiers projets qu'on a mené à son terme. Donc en fait, c'était une wishlist universelle qui te permettait et qui te permet toujours de sauvegarder des produits quand tu étais sur des sites e-commerce et de les mettre dans des listes. Donc tu peux te faire une liste, je sais pas, vêtements, chaussures, ce que tu veux. Et en fait, on avait des petits bots qui chaque jour repassaient sur tes produits pour vérifier leur prix. Et si il y a une baisse de prix, t'envoies un petit mail en te disant qu'il y a une baisse de prix. Encore du scrapping, quoi. Ouais, exact. Bah ouais. Et mais non, mais si tu veux, c'est ouais. Mais en fait, disons que le cheminement intellectuel, c'est je sais faire ça, donc qu'est-ce que je peux en faire, quoi.
Et du coup, ça, on l'a posté. Clairement, c'est un sujet qui revient beaucoup quand tu parles à des entrepreneurs ou des indie makers en général, c'est qu'ils font beaucoup une galaxie de tout ce qu'ils savent faire et ils lient tout ensemble. Parce que c'est plus simple, je pense, et puis ça fait résonner tes projets ensemble, quoi. Tout à fait. Et du coup, là par contre, on était. Donc bon, tu vois, t'as le truc, l'aspect technique. Donc on a fait le site. Sachant que c'était un site plus une app mobile plus une extension Chrome, Firefox, enfin il y avait pas mal de devs en fin de compte. Ah oui, effectivement, ouais. Alors on n'a pas tout fait d'un coup, hein. À la base c'était juste le site, enfin non, à la base on a sorti le site et l'extension Chrome, puis Firefox, puis Safari, puis les apps mobiles. Et du coup mais vous avez fait des apps mobiles exprès? Je viens de me rendre compte. Ouais, alors c'était des WebView, hein, c'était pas. Oui. Ouais, c'est ouais, tout à fait. Ah oui, il y a du taf quand même. Il y a pas mal de taf, ouais. Et du coup, bon maintenant qu'on a sorti ça, il faut le marketer, quoi. Parce que tu vois, quand t'es dev et que t'as le nez dans le guidon, tu penses pas forcément à ça, surtout sur tes premiers projets. Alors qu'en fait, c'est un des trucs les plus durs. Et en fait, on a eu de la chance. Donc, on a posté ça sur un subreddit, qui s'appelle Frugal Fashion, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, en gros, des gens fans de fashion, mais radin. Ou je sais pas si radin c'est le mot pour frugal, mais pas cher, quoi. C'est pas ça cher, ouais. Parce que du coup, ça collait vachement avec notre site. Tu vois, des gens qui veulent économiser de l'argent sur leurs achats. Et en fait, ça a explosé sur Reddit. Genre, on a pris 1500 upvotes, enfin un truc de dingue. Et du jour au lendemain, enfin littéralement en moins de 24 heures, on a pris nos 1000 premiers utilisateurs. Mais c'était dingue, c'était vraiment dingue. Si tu vois, on voyait, genre, on avait, je sais pas, 100. Pour des gens qui entendent rien au marketing, c'est pas mal. Ouais, mais bon, après, tu vois, c'est le coup de chance, quoi. Tu postes ton lien, puis ça part en vrille. Tu maîtrises pas, quoi, après. Et du coup, ça, si tu veux, après coup, donc, la courbe utilisateur, ça fait cette fameuse courbe en cloche où ça explose. Et puis, ça reste très haut pendant 2-3 jours, et puis ça redescend aussi vite que c'est monté. Et puis là, tu te dis, bon, maintenant, on fait quoi? Tu veux dire que tout le monde est venu et puis tout le monde est parti, quoi? Non, pas tout le monde est parti, mais disons qu'on a eu une grosse explosion d'utilisateurs. Alors, on a pris 1000 utilisateurs en 48 heures ou 24 heures. Et puis ensuite, les gens ne s'inscrivaient plus, puisque la hype était passée sur Reddit. Mais tu continues à avoir des utilisateurs quotidiens, quand même? Ouais. Alors, pas aussi... c'était pas ouf, en vrai, disons que l'app était pas belle, il y avait plein de problèmes, machin, donc les gens, il n'y avait pas de stickiness, comme on dit. Ouais, la promesse c'était intéressante, mais après, ça tenait pas la longueur, quoi. Ouais, alors, disons peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être qu'il y avait 10% des utilisateurs qui restaient actifs, ou 5%, je sais pas. Enfin, pas énormément, en tout cas. Mais bon, nous, si tu veux, on a lancé ça vraiment en mode side project, on voulait même pas monétiser, on a vraiment fait ça comme ça. Et puis bon, si tu veux, on a quand même pris quelques milliers d'utilisateurs, on a fini à 3 ou 4 000 utilisateurs, et on s'est dit, bon, ça serait quand même bien de monétiser un petit peu, au moins pour payer les factures, quoi. Ouais. Et puis on a, parce que bon, tu vois, il y avait un peu d'infra derrière, des API par-ci par-là qu'on utilisait et qui nous coûtaient un peu d'argent. Et du coup, on a mis des liens sponsorisés. Donc en gros, à chaque fois que les gens faisaient un achat via des mails ou des notifications qu'on envoyait, on prenait une com sur les ventes. Ah, c'est malin, ça. Ouais, c'est assez standard en fait, parce que tu vois, enfin évidemment, il y a plein d'apps en fait comme ça. En tout cas, qui tourne autour de cette idée de wishlist universelle. Et c'est souvent comme ça que c'est monétisé. Bon, le problème, c'est que, en fait, 4000 utilisateurs ou 3000 utilisateurs, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment très peu
pour gagner vraiment de l'argent avec les liens sponsorisés, parce que si tu veux, quand t'envoies 3000 mails, t'en as peut-être 20% qui vont être ouverts, donc ça te fait 600 mails d'ouverts. Sur tes 600, t'as peut-être, je sais pas, 60 clics sur les liens, et sur les 60 clics, t'auras peut-être 2-3 achats. Ouais, et, c'est si le funnel, quoi, le fameux. Ouais, et si les achats, c'est des achats... Ouais, mais alors, c'est le fameux, mais du coup, si t'es du côté du site marchand, à la limite, c'est pas mal, parce que tu te dis, ok, ça fait quand même quelques achats, mais nous, on est encore un cran en dessous dans la chaîne de distribution de valeur, c'est-à-dire qu'on prend 1% de la vente. Ouais. Donc, si tu prends 1% de 100 euros de vente, enfin, t'auras pris 1 euro sur 3000 mails envoyés. Oui, donc, et puis en surtout si toi, ton business, c'est de montrer les meilleurs deals aux gens, ça veut dire que ils vont acheter au moment où c'est le moins cher, donc c'est au moment où tu prends le moins d'argent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Et donc du coup, bref, donc ça donc ce projet-là, on l'a vendu. On l'a vendu à une petite boîte de dev dans je sais plus dans quel pays. Il se pourrait que ce soit la Malaisie. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ils te l'ont racheté pour combien, sans indiscrétion? On l'a vendu très peu. On l'a vendu sur un site qui s'appelle onekproject.com. Où, comme son nom l'indique, c'est des projets des side projects qui se vendent pour moins d'un cas. Nous, on l'a vendu quand même un peu plus, $1,600, je dirais. Ok. Sachant que ça perdait de l'argent. Hein. Ouais. Voilà. Et tu sais si ça en gagne maintenant? T'as des nouvelles un peu de... Aucune idée. Je t'avoue que j'ai l'impression que ces mecs-là ont acheté le site pour en faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a, je sais pas, je dirais il y a 1 an. Ah oui. C'est comme ça, un peu plus d'1 an, je sais plus. Okay. Et donc du coup, bref, donc on a fait ça pendant. Alors Pierre bossait encore à cette époque-là dans une startup. Et du coup, on faisait ça en side project. Moi, à côté de ça, je faisais un peu de freelance sur des sujets de scrapping. Et en fait, on s'est dit bon, voilà, c'est notre premier vrai projet ensemble. Ça a marchouillé entre guillemets. Et on a plein d'idées, et ça serait bien qu'on se mette à temps plein sur une de ces nombreuses idées. Et parmi ces idées, il y en avait une qui était ce qui plus tard est devenu PricingBot. En fait, on se rendait compte, si tu veux, qu'on avait quelques utilisateurs sur Shop2List qui avaient des milliers de produits. Et c'est pas normal, si tu veux, pour un consommateur lambda d'avoir des milliers de produits, à part un consommateur compulsif. Et on se rendait compte, en fait, que ces mecs-là, c'était des gérants de sites e-commerce qui monitoraient leurs concurrents avec notre app. Et du coup, on s'est dit, on va faire ça. On va faire un SaaS de monitoring de prix pour les sites e-commerce. Et on a regardé ce qui se faisait. Et en fait, il y avait quelques trucs. En fait, il y a plein de trucs qui existaient, mais c'était vraiment naze d'un point de vue UI, d'un point de vue UX, d'un point de vue on avait plein d'angles d'attaque, en fait, pour résoudre le problème d'une meilleure façon. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et du coup, voilà, on est en on est en juillet 2018. On se lance là-dedans. Alors nous, on aimait bien faire nos MVP rapidement. Donc, si tu veux, on avait déjà une base pour tout le site, le front, l'authentification, etc., etc. Donc, il y a plein de trucs qui sont allés super vite. En gros, en 3 mois, on avait un truc qui marchait à peu près. Et là, ce qu'on a fait, c'est donc pareil, on a encore eu de la chance, je pense. On a le launch sur Product Hunt, et en 24 heures, on prend 150 sign-up B2B. Donc c'était pas mal. Et il y avait déjà un pricing là, à ce moment-là? Ouais. C'était combien le pricing? Le pricing, c'était 29, 99, 299, en fonction du nombre de produits monitorés. Soit 29, soit 299? Soit 29, soit 99, soit 299. Ah, d'accord, effectivement.
Je me suis dit, ça fait une marge un peu violente. Et là, on a eu quelques clients, mais pas beaucoup. En fait, alors là, tous les chiffres, vous pouvez aller voir sur indiehacker.com pour PricingBot et pour le projet qui va suivre aussi, le projet actuel. Je crois que le projet dont tu parles, là, PricingBot, tu l'avais pas nommé jusque-là. Ah ouais? Ouais. Si. Okay. Tu verras. Mauvaise mémoire de ma part. Ouais, je pense. Enfin, tu me diras. Hein. Du coup, tu vas revenir en arrière, tu me diras, mais je pense. Et du coup, en gros, le MRR, il a oscillé entre 0 et $500 ou $600 pendant plusieurs mois. Donc on prenait un mec, on en perdait un, et ainsi de suite. C'était très, très compliqué. Tout était hyper compliqué. Le pricing que tu as annoncé, là, c'était par mois, hein? Ouais, c'était par mois, ouais. Ok. Tout était très compliqué. Donc, en gros, on était entre 0 et 6-7 utilisateurs par mois, payants, je parle. Okay. Et on avait eu énormément de difficultés sur l'onboarding, énormément de difficultés sur le marketing, pour une raison assez simple, c'est que on vient pas du monde du e-commerce, tu vois, malgré le fait que j'avais fait quelques prestats pour des sites e-commerce et qu'on connaissait quelques trucs, mais on vient pas du monde du e-commerce, donc si tu veux un truc, mais ça c'est hyper courant chez les devs, c'est que tu te dis je vais faire mon app ou mon site ou peu importe et les gens vont venir, mais non. Il te faut une stratégie de distribution dès le départ et soit tu connais, tu as un associé qui est de ce monde-là, soit tu es toi-même de ce monde-là pour aller distribuer ton produit, quoi. Il faut connaître le persona, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça, et puis pas juste le persona, c'est où est-ce que tes clients, c'est pas juste l'identité de ton client, mais c'est aussi où est-ce qu'il traîne, sur quel forum il va, sur quel est-ce qu'il faut le cibler sur Facebook, sur Reddit, sur LinkedIn, sur Twitter, sur je sais pas quoi. Est-ce que quels sont les groupes, les conférences, les machins, enfin tu vois tout l'écosystème en fait de tes clients qu'il faut connaître pour arriver à distribuer ton produit. Parce que du coup, si tu as je sais pas si tu vois, t'as plein de trucs. Si tu fais du B2C, peut-être que Facebook marchera plus que LinkedIn. Tu vois, c'est tout un tas de choses comme ça. Et bref, je pense qu'on peut dire qu'on n'était pas, on était clairement pas du monde du e-commerce et marketer à des gérants de sites e-commerce, c'était compliqué pour nous. Donc ça, c'était un premier problème. Mais le gros problème, c'est surtout que on avait du mal à résoudre l'onboarding. Souvent, en fait, l'impression qu'on avait, c'est que les gens voyaient ce qu'on faisait comme un nice to have et pas comme un must have. Et du coup, quand tu fais du nice to have, ça veut dire que t'étais pas indispensable et qu'en fait à la moindre friction, t'arrêtes, quoi. Ouais, à la moindre friction, t'arrêtes. Les taux de conversion sont affreux, etc. Et du coup, si tu veux, on s'est pas mal creusé la tête sur comment améliorer notre onboard. Parce que, si tu veux, dans l'onboarding, un des gros problèmes qu'on avait, c'était qu'en gros, ce qui est dur quand tu fais du price monitoring, c'est de matcher les produits de ton client avec les produits de ses concurrents. Pour plein de raisons. En gros, c'est plein de raisons. Ça peut être le fait que sur son site à lui, tu vois, tu as les codes des produits, mais pas sur le site de ses concurrents. Et tu te dis, c'est pas grave, tu peux faire un algo qui va aller matcher avec les titres des produits, etc. Sauf que souvent, les titres des produits sont pas normalisés. Donc, sur un site, tu vas avoir marqué, je sais pas, foulard plus la marque du foulard. Et puis, sur un autre site, tu vas juste avoir marqué foulard vert, tu vois. Du coup, c'est un problème qui est hyper complexe et il y a plein de gens, plein de boîtes qui se cassent les dents dessus. Et nous, on n'avait pas vraiment suffisamment de ressources pour craquer ce problème-là. Et bref. Du coup, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que si tu veux, que ce soit moi ou Pierre, en fait, on vivait avec le chômage. Et notre chômage, il allait prendre fin, et donc il fallait qu'on trouve un moyen de générer des revenus, quoi. Okay.
Et du coup, on s'est dit, il y a plusieurs possibilités. Soit on s'entête sur PricingBot, soit on coupe le mal à la racine et on embraye sur un nouveau projet parce que on avait une liste d'idées, tu vois, longue comme le bras, quoi. Et, comme tout bon entrepreneur. Ouais. Et du coup, un truc qu'on s'est dit, c'est bon. Parce que alors Pierre aussi a un blog qui a un trafic similaire ou même plus important que le mien. Et il fait de la data depuis des années. On a des backgrounds assez tech, tu vois. Okay. Et en fait, dans tous nos projets de scrapping, on se rendait compte qu'on avait tout le temps les mêmes problématiques à résoudre d'un point de vue technique, c'est-à-dire alors sans rentrer dans les détails, mais en gros, quand tu fais du scrapping, la plupart des sites web, tu sais qu'ils utilisent de plus en plus de frameworks front, genre Angular, React, etc. Et donc, du coup, tu dois utiliser des navigateurs headless pour faire le rendu JavaScript. Ouais, tu peux expliquer c'est quoi un navigateur headless en quelques mots? Alors un navigateur headless, en gros, c'est comme un navigateur, comme votre navigateur sur votre desktop, mais sauf qu'il tourne sur un serveur et donc sans tête, c'est-à-dire sans interface graphique. Sans écran, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, gérer ça, c'est vraiment très compliqué parce que pour plein de raisons techniques, c'est difficile à gérer à l'échelle, c'est-à-dire avoir plein de navigateurs headless qui tournent en parallèle, c'est compliqué. Il y a plein de problèmes. Et ça, c'est ce genre de problème qu'on avait résolu à de nombreuses reprises. Et puis, il y a d'autres problématiques propres au scrapping, tu as certains sites qui vont te limiter. Tu vois, par exemple, qui vont te limiter à tant de requêtes par minute, ce genre de choses. Et donc, il te faut avoir des proxys. Ou alors, tu as des sites. Mettons, quand tu vas scraper un site e-commerce, tu vas vouloir le prix en dollars, mais il va t'afficher le prix en dollars que lorsque tu as une IP nord-américaine. Et donc, du coup, il te faut une infrastructure de proxy pour pouvoir spécifier le pays d'où tu viens pour que ça matche avec... etc. Ouais. Et du coup, bref, tout ça, on s'est dit, on va le packager dans une API. Et puis, on a plein de projets d'évolution sur cette API. C'est ce qu'on fait depuis des années. On sait comment le marketer, on connaît l'audience parce que c'est une audience qu'on a déjà grâce à nos blogs perso. En fait, toutes les étoiles étaient alignées pour faire ça, quoi. Et donc du coup, on lance le MVP. On a lancé ça en juillet 2019. Donc c'est très récent. Ça fait quelques mois. Et du coup, on a commencé à y bosser genre en avril-mai, on a lancé en juillet. Et du coup, donc ça, c'est scrappingbee.com. Voilà. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça marche plutôt bien pour plein de raisons parce que si tu veux, à la fois d'un point de vue marketing et d'un point de vue on sait ce qu'on vend, on sait à qui on le vend, pourquoi on le vend, on a eu le problème, on l'a résolu, on sait que c'est chiant. Et du coup, c'est qui ta cible du coup là? Notre cible, c'est assez divers. En gros, c'est des devs ou des CTO de boîtes plutôt tech qui ont besoin de data qui proviennent d'autres sites internet. Donc c'est assez vague dit comme ça, mais je vais te donner des exemples précis. Par exemple, ça peut être des boîtes qui font de l'agrégation de reviews. Donc c'est-à-dire, tu vois, admettons que tu as un restaurant, les gens ils peuvent donner des reviews un peu partout sur TripAdvisor, sur Google, sur La Fourchette, sur tout ce que tu veux. Et du coup, il y a plein d'agrégateurs, c'est-à-dire c'est des boîtes qui vont agréger toutes ces reviews qui te permettent de voir tout au même endroit et de répondre depuis le même endroit. Bon, pour certains de ces plateformes de review, elles offrent des API et d'autres non. Dans le cas où il n'y a pas d'API, ces boîtes-là vont aller scraper les sites de review et elles ont toutes les problématiques dont je t'ai parlé. Et donc, elles utilisent notre API pour aller extraire ces reviews. D'accord. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ça peut être, je sais pas, tu vas avoir des agences d'influenceurs qui ont besoin d'extraire de la data de profils Instagram pour aller calculer des scores d'engagement, de je ne sais quoi.
Et donc, elles ont besoin de scraper Instagram. Il y a pas mal de boîtes qui font du business sur noter les influenceurs pour après pouvoir leur rediriger vers des potentiels partenaires. Ouais, il y en a plein, oui, je vois bien le truc. Après, parce que Instagram donne aucune API, je crois, sur ça. En fait, en vrai, c'est ça. En fait, alors pour le coup, Instagram, ça change énormément. Là, ils sont en train encore de réduire les permissions, etc., sur leurs API. Soit, en fait, de toute façon, quand tu fais du web scrapping, il y a plusieurs possibilités. C'est soit le site en question ne t'offre pas une API, soit l'API, le scope de l'API est trop réduit et tu veux de la data qui n'est pas exposée via l'API. Et alors après, il y a plein d'autres use cases. Donc évidemment, des sites de comparaison de prix. Alors pas forcément des prix de e-commerce, mais des prix de n'importe quoi. Là en tout, on a plus de 700 sign-up. Enfin, on a eu plus de 700 sign-up et on a 40 clients qui payent tous les mois. C'est quoi le pricing actuel? Alors le pricing actuel, c'est $9, $29 ou $99. Et ensuite, on a pas mal de gens qui ont des plans custom. Ok. Et je t'avoue que nous, c'est ce qui est le plus intéressant pour nous, parce que souvent les gens qui prennent le plan à $9, qui est assez limité, c'est souvent des devs solo qui veulent tester des trucs pour leur MVP machin. Et donc par nature, si tu veux, ils stickent pas trop. Il y a un gros pourcentage de churn sur ces plans-là. Nous, en fait, plus tu montes dans le pricing et plus tu as des grosses boîtes qui vont rester longtemps et qui ont des besoins stables, quoi. Ouais. Oui, ça crée un filtre. Tout à l'heure, tu parlais du fait que certaines données n'étaient pas disponibles via API et que grâce au scrapping, tu peux les rendre disponibles. Alors, ça m'amène à un point que je suppose que j'allais te poser à un moment donné, c'est la légalité de ces données, la légitimité de les récupérer si le site en question ne veut pas que tu les récupères, c'est quoi? Ouais. Après, ça dépend vraiment de... En fait, c'est toujours une zone grise, l'extraction de données. En fait, moi, tu vois, je suis pas avocat, donc je peux pas te donner précisément des réponses. J'attends pas la réponse parfaite de ce que toi tu en sais. Ouais, en gros, il y a eu des, enfin, tu vois, t'as toujours des procès par rapport à ça. Dans tous les pays. Là, récemment, il y a LinkedIn qui a perdu un procès contre une startup américaine qui scrapait LinkedIn. La raison évoquée, c'est que scraper de l'information qui est publique, ça rentre dans le domaine du fair use. C'est-à-dire que du moment où la manière dont tu accèdes à l'information ne perturbe pas le fonctionnement du site et n'est pas du vol de propriété intellectuelle, les juges américains ont considéré que c'était légal. En France, on a eu quelques procès similaires. Et pareil, ça dépend des détails. C'est-à-dire, généralement, si tu accèdes à de la data sans porter atteinte au site en question, c'est-à-dire sans envoyer des milliers de requêtes en simultané, etc., et que la data est publique, ça tombe dans le fair use. Par contre, là où tu peux avoir un problème, c'est admettons que, je sais pas, tu as un site qui expose de la donnée après un paywall, je sais pas, un site de news qui te demande de payer pour accéder à tel article, machin, et que toi, tu vas prendre un abonnement, que tu le scrapes et que après tu le revends ou je sais pas quoi, là, tu vas avoir des problèmes. Mais c'est vraiment des cas bien spécifiques. Et il y a aussi des sites qui ont perdu des procès après avoir scrappé de la data publique, mais étant donné qu'ils y sont allés comme des fous et qu'ils ont porté atteinte à la stabilité du site adverse, on a pu les attaquer. Par contre, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais développeur un peu plus jeune. J'ai un ami qui a été engagé pour faire du scrapping de data, en gros récupérer les numéros de téléphone et email le plus possible de médecins en France.
Ok. Et il a scrappé Page Jaune, en fait. Okay. Et il y a eu un peu un problème sur la légitimité de ça, parce que Page Jaune offre gratuitement à tout le monde cette donnée. Tu peux avoir le numéro et l'email du médecin, si t'es n'importe qui. Mais si t'es une entreprise, ils te le vendent. Ok. Et du coup, c'était un peu genre vraiment tendancieux, parce que c'est disponible pour tout le monde, mais comme c'était à usage pour une entreprise, là, c'était... Ouais, je comprends, ouais. Mais du coup, comme après, il utilisait des proxys, ils n'ont jamais su d'où ça venait. Comme je te dis, nous, notre vision du truc, c'est que, on est vraiment une solution technique à un problème technique. C'est-à-dire le problème technique de faire du rendu JavaScript et avoir un pool de proxy que tu peux géolocaliser, etc., etc. Donc après, c'est sûr qu'il y a des enjeux légaux qui diffèrent d'ailleurs en fonction des pays, en fonction des situations, etc., etc. Nous, ce qu'on essaie de faire pour éviter un maximum de problèmes, c'est que en fait, par défaut, dans le pire des cas, les gens ils peuvent prendre si tu veux, le seul plan en self-service qu'ils peuvent prendre, le plus haut plan en self-service qu'ils peuvent prendre, c'est le plan à $99. Et on limite la concurrence, le nombre d'appels en simultané qu'ils peuvent faire à 10. Donc dans le pire des cas, même si tu veux, quelqu'un de mal intentionné utilise notre API, il va pas faire énormément de mal sur le site qui va scraper. Donc et si tu veux, pour les gens qui prennent des plus hautes concurrences, c'est des plans custom, on les appelle, on voit ce qu'ils veulent faire précisément, on contrôle, etc., etc. Donc après, t'es jamais à l'abri. Peut-être qu'on va avoir des problèmes à un moment de quelqu'un qui utilise notre API à des mauvais escients. Je touche du bois, c'est pas encore arrivé, mais on fait attention. Ouais. Moi, probablement, vu que tu te positionnes en tant que prestataire qui t'aide à accomplir la tâche, mais pas comme celui qui accomplit la tâche, tu peux sûrement, avec des termes légaux, reporter le problème sur celui qui a accompli la tâche. Ouais, mais si tu veux, sans parler de reporter le problème légaux, nous, on essaie d'être vigilant justement pour pas que ça arrive à la base. Que ça arrive, on est d'accord. Je veux dire, en dernière protection, tu pourrais avoir ça. Ouais. En dernier rempart. Alors, comment on a dérivé à atterrir à la légalité? C'est parce que tu parlais de Scrapping Bee. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on reprend un peu sur mes questions de base, parce qu'on ne s'en est pas trop servi jusque-là, mais ça peut être intéressant. Actuellement, avec Scrapping Bee, vu que tu viens de le lancer il n'y a pas si longtemps, t'en es où du MRR? On est à $2400 de MRR. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Pour un projet, c'est pas si vieux. Et tout à l'heure, on a abordé le sujet du churn. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le churn, c'est le taux de gens qui partent du service une fois qu'ils l'ont payé, quoi. Si je le décris bien. Et du coup, sur ton projet actuel, là, tu as du churn, tu sais le mesurer, tu essaies de l'améliorer. Ouais. Ah ouais, alors après, c'est compliqué. Tu vois, là, nous, on a que 4 mois d'historique. On n'a pas, comme je te disais, on a pas mal de churn sur les plans à $9 et $29. Pour l'instant, on a eu 0 churn sur les plans à 99 et plus. Okay. Mais bon, ça fait que 4 mois, donc c'est rien comme historique. En termes de pourcentage, je peux te donner un pourcentage, mais bon, il sera vraiment très peu. En gros, on a 9% de churn, mais bon, c'est très peu représentatif du coup. C'est très peu représentatif parce que ça donne une idée. Il faudrait, en fait, je pense que pour calculer le churn correctement, il faudrait faire des cohortes. Le churn sur les petits plans self-service, les plans moyens, les gros plans custom, etc., etc. Ça serait plus intéressant, mais c'est pas de la data là, en gros, on doit avoir 5 plans custom. Calculer des pourcentages sur un échantillon de 5. Tu vois, c'est un peu de tôt pour faire ces. Oui, effectivement, 4 mois, c'est assez tôt. De toute façon, tant que tu as la data, tu pourras le faire a posteriori. Ouais, tout à fait. Là, on a commencé d'ailleurs à utiliser un outil qui s'appelle Chartmorgul. Tu connais, par exemple, comment ça s'appelle? Baremetrics? Oui, Baremetrics. Ouais. Je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Tu utilises Baremetrics, non, pour un de tes projets? Non, nous, je te dis, on utilise Chartmorgul pour l'instant. Peut-être qu'on passera sur Baremetrics un jour.
Oui, Et du coup, c'est très similaire, quoi. Tu peux rappeler à quoi ça sert Barometrics? Alors, Barometrics, c'est un outil d'analyse du revenu pour les boîtes SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire les boîtes qui font de la facturation récurrente tous les mois. Ça permet justement de calculer toutes ces métriques, de savoir de mois en mois comment évolue le revenu, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, les pourcentages, combien d'utilisateurs sont partis, à la fois en valeur absolue et à la fois en pourcentage, c'est le fameux churn, mais aussi ce qu'on appelle le revenu expansion. En gros, c'est quelle est la part de MRR en plus qui vient de clients existants qui ont upgradé leur abonnement. Donc en gros, des clients qui, on va prendre notre cas, qui étaient sur un plan à $9, il y en a un certain pourcentage tous les mois qui vont passer sur le plan à 29. Donc on va avoir une expansion de revenus. Et d'ailleurs, il y a le Graal dans le SaaS, c'est d'avoir une expansion de revenus des clients existants qui comble la perte de revenus des clients qui churn. Et ça s'appelle le net negative churn. Ok, voilà. J'ai appris quelque chose. Et du coup, c'est génial quand tu apprends ça, parce que du coup, t'es dans une situation où ok, tu as du churn, mais en fait, tu perds pas d'argent virtuellement sur ce churn. Oui, c'est pas mal. Bon, après, ça pourrait être aussi les nouvelles personnes qui arrivent aussi. Pas forcément les gens qui upgrade. Mais du coup, ça veut dire que si tu... en fait, le churn, ça peut vite tuer des boîtes parce que tu arrives à un point où, tu vois, quand tu as, je sais pas, admettons, si tu as... t'imagines, si tu as 5% de churn mensuel, ça veut dire que sur une année N, à l'année N plus 1, tu vas voir, il va te rester que 40%, donc 5% fois 12 mois, des utilisateurs que tu avais à l'année N. C'est monstrueux, quoi. Enfin, tu te rends compte l'effort nécessaire, ne serait-ce que pour maintenir ta base d'utilisateurs au même nombre en valeur absolue. Oui, clairement, ça veut dire que tu mets des efforts de ouf en marketing, donc ça te coûte de l'argent. Donc... Ouais, c'est terrible. Et du coup, et puis le truc, c'est que tu as une limite à ce que tu peux faire pour ton churn, parce que tu vois, je sais pas si, en fonction des, admettons, si tu vends des trucs à des startups, des petites startups ou des makers, bon naturellement, la plupart des projets faits par des makers, des petites startups, il y en a une majorité qui va échouer. Donc donc même si les gens adorent ton produit, naturellement, tu vas avoir un churn qui est élevé parce que c'est la nature de ton marché. Du coup, ça peut. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à la nature du marché qui va influer sur tes... c'est pour ça que les gens adorent vendre à des grosses boîtes, parce que la grosse boîte, par définition, elle est pérenne. Ouais. Et du coup, si elle est pérenne et qu'elle aime ton produit, hypothétiquement, c'est un client que tu as pour toute ta vie, quoi. Et le churn est très faible. Oui, à moins que tu aies un concurrent qui essaye de te voler tes clients, normalement, ça reste assez pérenne, quoi. Ouais. Ok, une réflexion super intéressante sur ce truc-là. C'est vrai que je l'ai remarqué dans tous les projets que j'ai un peu que j'ai rejoints ou que j'ai vus de près ou de loin. On va facilement s'attaquer à plutôt des gros groupes parce qu'effectivement, ça va. Mis à part que la démarche pour entrer dans un gros groupe est plus compliquée qu'un petit. Une fois qu'on y est, on y est bien, quoi. Ouais. Et c'est vraiment très compliqué. Nous, on ne vend pas à des grands groupes. Notre plus gros client, ils ont 300 salariés. On a eu de la chance, on a réussi à les faire signer assez rapidement, mais on le voit vite dès qu'on s'adresse à quelqu'un, à une boîte qui a plusieurs centaines de salariés, etc. Tout de suite, les échanges mettent du temps. Tu vois, tu t'envoies un mail, tu as la réponse une semaine plus tard. Donc ça escalade. Ouais, voilà, les gens, ils doivent avoir l'approbation du N+1 ou N+10. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu alors que quand tu t'adresses à une startup ou, je sais pas, n'importe quelle boîte de 10 personnes, tout va vachement plus vite. Donc, oui, c'est des trade-offs, c'est des cycles de vente vraiment différents en fonction des tailles de boîte. Ok.
Du coup, là, on a fait pas mal de questions sans passer par les questions, juste en discutant. On est arrivé sur les sujets dont je voulais qu'on parle. Donc là, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi tes objectifs avec tes projets actuels? Mes Où c'est objectifs avec mon projet actuel. où c'est que tu veux Alors les amener? là, euh, dans un premier temps, l'objectif c'est euh, c'est d'être à l'équilibre. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Pierre, on a commencé à se verser un salaire. Enfin, on se verse le minimum. Et le but, c'est d'être à l'équilibre rapidement. Donc pour faire ça, en gros, il faudrait qu'on atteigne 5 000 $ d'AMRR. Donc premier objectif, c'est d'atteindre ces 5 000 $ d'AMRR. Le deuxième objectif, c'est de continuer à croître jusqu'à ce qu'on arrête de se payer au lance-pierre et qu'on se paye un salaire correct. Et puis après, on verra. Ok. Avec Scrapping Bee, actuellement, là, tu as des coûts serveurs, je suppose, qui sont... Ouais. Serveur, proxy, pas mal de petits trucs, quoi. Je saurais pas alors, je vais passer pour un. Je saurais pas te dire précisément. C'est quoi tes coûts C'est quoi mes coûts, mais je pense que c'est. Donc là, actuellement, en termes de revenus, on a Scrapping Bee à 2004. On a Pricing Bot à 600. Donc on a 3 000 $ de revenus avec ces deux projets de MRR. Et on doit avoir 800 $, je dirais. Alors je suis désolé, je parle en dollars parce c'est plus simple vu qu'on facture tout en dollars. Même les dépenses, Oui, tu fais tout en dollars. Ouais. Donc je dirais que on doit avoir 800 $ ou peut-être 1000 $ de dépenses à la fois serveur, puis les trucs comptabilité, tous les frais, tous les abonnements, tous les petits trucs. Donc on doit être à plus de 1000 $ de cash flow par mois. D'accord. Et il faut qu'on arrive à plus 5000 pour être ce que Paul Graham appelle la ramen profitability. Je sais pas si tu connais. Non, je connais. Alors Paul Graham, oui, mais le concept, non. Vas-y. Okay. En gros, peut-être que je me mélange. Alors le principe de ramen profitability, c'est que tu es profitable, tu es suffisamment profitable pour te verser le minimum dont tu as besoin pour vivre. Ramen, c'est en référence avec Oui, c'est en référence avec le fait de manger des ramen. Ouais. D'accord, tu vas plus bouffer des pâtes chinoises. Exactement. Et puis ça rejoint un peu un autre truc alors que Paul Graham a écrit dans un de ses essais. C'est que tu sais, par défaut, lui dit que les startups, elles sont default dead. Parce qu'en fait, par défaut, t'es mort, ouais. Et là, techniquement, vu que par défaut, on dépense plus actuellement que ce qu'on gagne, on est mort par défaut. Et du coup, quand tu atteins la ramen profitability, par défaut, t'es vivant. C'est le default live. Et du coup, ça change tout. Ça change tout sur ta vision de ta boîte, ça change tout sur ton état d'esprit, ça change absolument tout. Parce que tu passes d'un état où, tu vois, là, actuellement, on pourrait très facilement calculer combien de mois ou d'années de runway on a devant nous en prenant l'argent qu'on dépense chaque mois, ce qu'on a sur notre compte en banque, et en faisant une petite division, ça nous donne le nombre de mois qui nous restent. Bon, quand t'es default live, ce nombre de mois, il est infini. Et ça change tout. Enfin, virtuellement infini. Donc là, en fait, tu prends une part de salaire et tu vis sur tes économies avec ton cofondateur. Non, parce qu'en fait, si tu veux, donc là, récemment, on a pris une mission de freelance pour remplir les caisses. Ok. Et donc du coup, voilà. D'accord. C'est ça qui à côté, vous faites un peu du freelance pour. Ouais. Alors, le moins possible, j'espère. J'espère c'est parce que tu vois, ça te défocus. Donc là, c'est Pierre qui s'en occupe. Donc du coup, pendant qu'il est sur sa mission de freelance, je suis tout seul sur le projet. Ça change beaucoup de choses. Ça ralentit les choses. Enfin, ça pose plein de problèmes et puis même philosophiquement. Tu trouves que c'est essentiel d'être focus sur ces projets
Que ça soit pas forcément des side projects, que ça soit des main projects. Ouais, parce que sinon tu finis... et particulièrement sur ce trade-off du freelance, en fait, c'est un truc que je pense que... D'ailleurs, ils en parlent pas mal à The Family. Parce que tu me disais que tu regardais un peu... Oui, avant qu'on commence l'épisode officiellement, on a eu la même discussion du même temps. en gros, le truc, c'est que... Et ça, tu sais, je t'ai dit que j'ai commencé dans un incubateur. Et donc, du coup, je voyais plein de startups, discuter avec plein d'entrepreneurs, etc., etc. Et en fait, c'est un truc que tout le monde fait, quoi. Prendre des petites missions freelance pour générer un peu de cash et te permettre de survivre un peu plus longtemps. Et je pense que c'est OK de faire ça. Et si les gens faisaient pas ça, il y aurait vachement moins de startups qui fonctionnent. Le problème, c'est que, tu vois, quand tu construis un produit et que t'es au début de ton produit ou bien t'as du mal avec ton produit et que tu prends une mission freelance et que tu te rends compte que, en un mois, tu génères plus d'argent que tout l'argent que t'as généré avec ton produit, t'as vite tendance à finir en agence, quoi. Et non seulement t'as vite tendance à finir en agence, mais ça finit souvent en agence. Oui, tu finis par arrêter d'être une start-up et tu deviens une agence. Ouais, enfin une agence ou une boîte de service, quoi. Mais c'est l'histoire favorite de The Family. Alors au tout début, il en parlait beaucoup. Sama, c'était le fait qu'il déteste les boîtes qui vont chercher des fonds publics et les boîtes qui font en même temps du freelance ou qui vendent du service pour se lancer, parce que ça te défocus et au final, tu mets pas l'énergie suffisante pour tester ton marché comme il faut, pour trouver ce qui va faire que ça marche. Et du coup, tu repousses la mort. Tu repousses la mort à l'infini jusqu'à finir par devenir une hydre à 5 têtes qui fait rien à voir avec ce que t'as prévu au départ. Ça, Et il y a plein de boîtes qui sont qui finissent comme ça, quoi. Et du coup, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie qui arrive. Mon associé Pierre non plus. Donc du coup, bon, là, tu sais, on n'avait pas le choix. Et comme je te dis, je pense que c'est OK de le faire un peu à petite dose, mais il faut faire gaffe, quoi. Faire gaffe, tu perds vite le focus, tu perds... voilà. Ok, alors du coup, parlons de qu'est-ce que tu penses faire dans ton projet Scrapping Bee pour faire plus de MRR. C'est quoi tes prochaines améliorations? Alors là, il y a plein de choses. Vas-y, bois. Alors... D'ailleurs, vu qu'on fait une petite pause, je tiens à te le préciser, je pense que si tu touches ton micro avec ta main, enfin, si tu couches le fil de ton casque, je pense que c'est lui qui enregistre. Parce que tout à l'heure, il est passé sur ton t-shirt et ça a fait du bruit. T'as raison. Tu veux que je change? Non, ne change pas maintenant qu'on a commencé comme ça. Okay. Mais parce qu'en fait, j'ai commencé à voir que quand tu bougeais, je t'entendais pas bouger, tu sais, par rapport au micro. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Mais du coup, voilà, fais attention au fil de pas le triturer. C'était quoi ta question? Ah oui. Alors, on reprend. La question, c'était c'est quoi tes améliorations futures pour augmenter ton MRR sur Scrapping Bee? Ok. Alors, on a plein d'idées avec Pierre. Déjà, continuer ce qui marche. Ça, c'est pas mal. Là, ce qui marche, c'est le content marketing. Donc, en gros, c'est d'écrire des blog posts et de les partager. Pour te donner une idée, je dirais que l'un des meilleurs mois qu'on ait fait en termes de trafic, ça va être le mois d'août ou le mois de septembre. Et on a pris quelque chose comme 20 000 visites ou plus de 20 000 visites sur le site. Et ça, pareil, tous les chiffres que je vous donne, ils sont visibles sur Indie Hacker. Donc, à la fois le revenu, vous avez une évolution de revenu par mois, à la fois les visiteurs. Alors, on fait ça pour plein de trucs. Ça, c'est c'est d'ailleurs Peter... Peter Thiel Non. Ah, Peter Level. Peter Level qui a initié un peu cette mode de l'open startup. C'est-à-dire le fait de publier ses chiffres. Ça, en fait, je trouve que ça a plein d'avantages. Déjà, à titre personnel, et même Pierre, nous, on a toujours kiffé
lire des histoires d'entrepreneurs, de makers, si tu veux, sans bullshit, vraiment avec les chiffres qui partent de zéro, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Et du coup, on trouvait que d'une part, si tu veux, nous on a été vachement inspirés par des gens comme ça qui te montrent la réalité. Bah voilà, tu lances ton truc, il va rien se passer tant que tu fais pas les efforts nécessaires pour faire ton marketing, etc., etc. Que tu pars de zéro, qu'au début c'est dur, patati patata, et on voulait faire pareil, être transparent à ce niveau-là. Juste, je te coupe parce que j'ai oublié de le dire, mais donc tous les liens et les trucs que tu cites, je les mettrai dans la description du podcast. Ok. Maintenant, je le fais. Au début, je le notais pas et c'est dommage, donc je le fais. Ça marche. Et du coup, après forcément, tu vois, on va pas se mentir aussi, le fait de publier tes chiffres, etc., ça a un grand intérêt d'un point de vue de la visibilité. C'est-à-dire que, tu vois, on voit direct dès qu'on fait des articles de blog où on parle de nos revenus, de notre trafic, etc., les gens adorent et partagent vachement ce genre d'articles. Du coup, c'est sûr que c'est un plus de faire ça. Et on voit pas trop de désavantages, en fait. Parce que tu vois, tu pourrais te dire, moi, du coup, si je partage mes chiffres, mes concurrents vont les voir, du coup, ça va me désavantager, je sais pas quoi. En fait, ça, c'est un truc saut 1980, quoi. Ouais, voilà, ouais, je pense. Après, ouais. peut-être que si... Oui, tu dis une connerie et dans 3 mois, tu regretteras, c'est ça? Mais ouais, non, je peut-être, pense pas. Mais pour un coup, pour l'instant, on a des super bons retours. Donc, comme on est hyper actif, notamment sur indiehacker.com, on a des super bons retours par rapport à ça, etc. Donc, je pense qu'on va continuer. Il n'y a pas de raison d'arrêter. T'arrives à mesurer le trafic que ça fait venir chez toi? Indiehacker? Ouais. Ouais. Je dirais que bon, après, c'est pas ouf, tu vois, mais c'est au moins 500 visites par mois. Oui, c'est bien. Et puis tu vois, on a quelques clients qui nous ont dit, je vous ai vu sur IH, que, enfin moi c'est pas, comment dire, si tu veux, individuellement c'est pas ouf, mais si tu prends ça plus d'autres trucs, mis bout à bout, toutes ces petites aides de marketing, ça fait des clients, ça fait du trafic, ça fait de la visibilité, et c'est bon pour les affaires. Clairement. Hein. C'est un peu l'idée, je pense. C'est tout ce qui revient, tout ce qui fait de l'écho à ce que tu fais. C'est un bonus, quoi. C'est pas. Ouais. Je pense qu'il faut pas le négliger. Et du coup, au niveau des, je te disais, donc le content marketing, ça marche vachement pour nous. Et nous, donc là, un gros truc qu'on aimerait faire, c'est une chaîne YouTube. On fait des vidéos, des tutoriels de code relatifs au scrapping, etc., etc. Tu les fais où, du coup, les tutos pour le moment? Sur notre blog. D'accord. Sur notre blog. Et là, il n'y a pas grand-chose. Il y a 4 articles, mais c'est vraiment 4 bons articles qu'on a mis énormément de temps à écrire. Il y a un des articles où il y a plus de 3000 mots. Enfin, c'est vraiment... tu sais, t'as vachement de gens qui font du content marketing en mode je vais écrire du contenu, ça va me ramener des gens, mais je me fous du contenu, quoi. C'est du contenu pour du contenu. Ouais. Et nous, c'est genre si on doit mettre une semaine à écrire l'article, on va mettre une semaine à écrire l'article, c'est pas grave. Et ça se voit en fait on a des super bons retours sur les articles, qui sont bien partagés, ça marche bien, quoi. Et du coup, on aimerait tester YouTube, ouais, parce que il y a pas mal de boîtes, tu vois, tech, qui ont des chaînes YouTube qui marchent du tonnerre, parce que les gens aiment bien le format vidéo. Après c'est complètement autre chose, tu vois, autant écrire des blog posts en anglais technique, ça fait longtemps qu'on fait ça avec mon associé. On n'a pas de, si tu veux, maintenant il y a plus trop de syndrome de l'imposteur. Par contre, faire des vidéos YouTube, c'est un peu complexe, à la fois parce que le format vidéo, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, ou je vais être à l'aise à le faire, etc., etc. Mais bon, c'est pas la première fois que je sors de ma zone de confort, et on verra bien comment ça se passe. Ok. Et du coup, c'est quelque chose que vous pensez lancer quand, ça, la chaîne YouTube? En 2020, je pense. Au début 2020, rapidement. Donc ça, c'est un des trucs. Après, tu sais, c'est toujours...
toujours, il y a plein de, comment dire, il y a plein de domaines sur lesquels il faut soit explorer, soit continuer. Le SEO, c'est une bataille de tous les jours. Faire de l'outreach sur d'autres blogs pour aller faire des guest posts, pour avoir des backlinks et de la visibilité. Ou tu utilises beaucoup de mots-clés là, c'est quoi Okay. backreach? Backlink. Alors, non, ouais, pardon. Ouais. Là, je suis vraiment désolé pour tous ces anglicismes. Alors, j'ai dit qu'il fallait faire de l'outreach. Alors, l'outreach, c'est aller contacter des gens à froid. Mettons quelqu'un qui a un blog ou un site web dans ta thématique. Tu vas lui envoyer un mail en lui disant voilà, on a... alors, je sais pas, par exemple, si je vois un blog de code qui est intéressant, je peux lui envoyer un mail en lui disant voilà, j'ai vu que tu avais fait tel et tel article de code, de scrapping, ou de n'importe où, de data, n'importe quoi. Je trouve ça cool. Je pense que j'aurai un article un peu différent que toi sur ce sujet. Tu peux voir, voici différents articles que j'ai écrits dans le passé. Si ça t'intéresse, on peut collaborer et je peux écrire un article sur ton blog. Et bien souvent, ils acceptent et ils te permettent de mettre un lien vers ton propre site en échange de mon procédé, quoi. Et donc ça s'appelle le guest posting, ce procédé-là. Et puis après, t'as d'autres trucs. Là. C'est donc le SEO, ça va être faire en sorte d'écrire les meilleurs articles sur ton blog possible, sur plein de sujets différents, de manière à ce qu'ils soient repartagés et que tu progresses dans le ranking Google. Nous, Google, c'est plus de 30% de notre trafic, donc c'est énorme. Et c'est du trafic, tu vois, qui est virtuellement gratuit en fin de compte. Tu payes pas, en fait, tu payes de ton temps pour écrire des articles de blog, mais une fois que c'est écrit, c'est un flux continu de gens qui vont venir sur ton site et c'est génial. La publicité, on n'a pas encore, on a dépensé 0 en publicité. Alors je dis pas ça pour me vanter, mais je dis ça en mode il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Tu vois, ok, c'est une des pistes d'amélioration, oui. Ouais, c'est une des pistes, tu vois. Notamment, je pense, moi j'avais déjà par exemple pour mon livre testé du retargeting à la fois sur Google et Facebook et ça avait plutôt pas mal marché. Du coup, c'est peut-être quelque chose à explorer là-dessus. Mais si tu veux, comme je te dis, on essaie d'aller à fond sur les trucs qui marchent et d'explorer un truc à la fois. Il y a un des trucs qu'on a exploré qui est désolé, hein, le cold outreach. Tant que tu les expliques, tout va bien. Donc c'est un peu comme je disais par rapport au blog, c'est le fait d'aller envoyer des mails à des gens à froid en leur le but c'est de vendre, quoi, mais donc il y a plein de méthodes pour essayer de vendre sans trop vendre non plus, et ça notamment c'est de la prospection, quoi. Et ça j'en ai pas mal fait sur LinkedIn, mais c'est quelque chose que j'apprends, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut nourrir des relations, il faut bien cibler les gens à qui tu parles, et ça peut parfois être compliqué. Et donc là, pour l'instant, j'ai eu pas mal de gens au téléphone avec qui j'ai échangé, etc., etc. Et j'ai un peu de mal à vendre. Donc c'est quelque chose qui, à la fois, tu vois, personnellement, il faut que je m'améliore. Et comment dire. Mais on a même si en termes, tu vois, en termes de MRR, on n'a rien signé avec ce canal-là. J'ai rencontré des mecs quand même intéressants sur LinkedIn. J'ai réussi à les avoir au téléphone. On en a quelques-uns dans le pipe et peut-être que ça va marcher dans le futur. Donc, ouais. Ça, c'est dur, ça. Tu vois, quand tu as un background pas du tout. Tu vois, quand t'es marketeur, que tu peux. Même en fait, je pense même quand t'es je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre le marketing et la vente. Hein. C'est vendre, c'est vraiment très, tu vois, c'est très personnel, c'est très relationnel, c'est très. Et puis souvent en France aussi, c'est mal perçu, tu vois, genre c'est sale. La vente est sale.
La vente, c'est ça. Et en plus, je pense que si tu arrives du milieu tech, tu es un peu à l'opposé d'un mec qui vend. Ouais. Et c'est vraiment pas facile, quoi. Mais bon, c'est comme je te dis, je pense que à la fois, enfin, tu vois, c'est en le faisant que tu t'améliores. C'est quand là, enfin, je peux te donner des chiffres, par exemple. Depuis août, j'ai eu plus de 70 personnes au téléphone. Donc ça commence à être pas mal. Tu commences à avoir des patterns qui se créent, les objections de tes prospects. Donc, tu vois, petit à petit, tu commences à construire ton arbre de décision pour avoir le meilleur pitch. Ben, c'est pas tant ça, mais disons que tu sais à qui il faut parler, tu sais à qui il ne faut pas parler. Tu vois vite si les gens ont besoin de ton produit ou pas. Tu vois, c'est tout ça qui. Et alors forcément, des fois, tu te crées un petit peu des automatismes. Moi, j'essaie de pas trop, tu vois, de garder un aspect humain dans les relations au téléphone et tout, et de pas parler comme un robot et d'avoir trop d'automatismes. Mais c'est des guidelines plutôt, je dirais, qui sont intéressantes à avoir. Ouais. Tu sais que tu peux dire ça après ça parce que ça balance bien, ça rebondit bien, mais tu dois pas tout le temps les suivre, quoi. Tu dois t'adapter à à la personne que tu as en face. C'est ça le plus important. Et c'est dur en tout cas. C'est dur d'apprendre un nouveau truc, quoi. Il y a pas longtemps, du coup, j'ai écouté le podcast d'Alexis Minikela, que je crois que je vais citer dans tous mes épisodes, qui s'appelle Tribu ND, et j'ai écouté l'épisode de Oussama Hamar, où justement il parle de ça. Il parle du fait que le jour où tu comprends en tant que start-up ou entrepreneur qu'il n'y a pas un pitch parfait, mais qu'il y a un pitch parfait par personne à qui tu pitches, ça change tout, parce qu'en fait tu t'adaptes à la personne en face et tu vas chercher en lui qu'est-ce qui le motive pour lui transmettre ce que toi il te motive, et du coup tu crées un vrai lien avec cette personne. Donc c'est le côté beaucoup plus humain qui compte que finalement la meilleure technique et le meilleur pitch, parce que ça n'existe pas au final. Ouais, c'est sûr. Voilà, du coup je t'ai coupé dans ton idée. Je vais reprendre sur la liste. Non, mais je crois que si tu veux, j'avais fini. Enfin, je t'ai dit comment on faisait actuellement, c'était quoi nos pistes pour améliorer le MRR. Donc non, en fait, j'ai oublié un truc, c'est que du coup, il y a évidemment des améliorations sur le produit et de la diversification sur le produit. Donc là, actuellement, on a une API générique qui permet de résoudre ces fameux problèmes techniques liés à l'extraction de données dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on est en train de mettre en place également, c'est des API préfaites qui permettent de scraper un site donné et qui vont te retourner de l'information préformatée. En gros, tu donnes la recette de scraper Le Bon Coin, par exemple. Ouais. Alors, je pense que Le Bon Coin, on va pas. Pour le coup, c'est hyper. Il y a tellement de trucs à. Mais oui, bref, c'est vachement comme données, c'est ça. Ouais. Donc en gros, donc je sais pas, t'as un site e-commerce ou un truc comme ça, et puis nous on va te renvoyer un date de données formatée avec le prix, l'image, etc., etc. Ok. Voilà. C'est drôle, du coup, à un moment donné, est-ce que tu vas utiliser Scrapping Bee pour être le moteur de ton projet précédent On pourrait, ouais. Et on pourrait. Le Pricing Bot. Comme ça, tu peux envoyer les gens qui sont sur Pricing Bot, les renvoyer sur Scrapping Bee s'ils veulent avoir plus de comment dire, plus la main sur comment ça fonctionne. Ça pourrait, ouais. Super intéressant. Du coup, tu m'as un peu abordé la question que j'avais d'après. C'était c'est quoi tes projets futurs? Est-ce que tu allais faire dans le futur? T'en as d'autres que tu as oublié peut-être? Alors, tu veux dire moi à titre personnel ou la boîte avec ça peut être perso ou dans ta boîte. Ok. Alors dans la boîte, nous, si tu veux, on aimerait à terme, et même pas forcément à terme, mais si à terme, soit monter, soit racheter des petits projets pour justement, ça rejoint un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure, dont tu me parlais, il me semble, qui est de construire un petit écosystème de produits
Donc là, par exemple, tu vois, il y a un truc qu'on aime bien. C'est donc nous, on vend une API de scrapping, mais tu as plein de gens qui sont pas développeurs, qui savent pas, qui n'ont pas accès à des développeurs et qui ont quand même ce besoin d'extraire de la data. Tu vois, notamment, je sais pas, un gros hacker ou C'est exactement ce que j'allais te parler. et du coup, c'est pour ces gens-là. Et donc, il y a des solutions de scrapping visuel où en gros, tu es sur ton site, tu as une petite extension Chrome, tu cliques sur les éléments, machin, puis ça va sélectionner les trucs à ta place et puis ça va te permettre de les exporter sous un CSV ou ce que tu veux. Et ça, on aimerait bien se lancer peut-être là-dedans ou quelque chose autour de ça pour venir un petit peu compléter notre offre. Tu vois, avoir une offre vraiment pour les devs et une offre pour les non-devs. Donc, tu dois sûrement connaître. Moi, j'utilise une extension de la console Chrome qui s'appelle Web Scrapper, je crois. Ouais. Le logo, c'est une araignée. Ouais, c'est un des plus connus, Web Scrapper. Après, t'as d'autres, t'as Import.io, ça pourrait être 1000 fois mieux fait. Si tu veux refaire ça en mieux, je suis ton premier client parce que cette extension me saoule en même temps qu'elle m'est utile. Ouais. Non, mais c'est vachement. Après, c'est compliqué. Tu vois, pour gérer tous les edge cases, etc. Oui, c'est super intéressant en tout cas. Donc là, il y a ce genre de truc. Tu vois, on a plein d'idées de petits trucs. Et sinon, après, à titre personnel, moi, il y a un truc donc vraiment, ça, c'est plus du tout. Enfin, ça, c'est en dehors de Scrapping Bee et de la boîte avec Pierre. Mais à titre personnel, si tu veux, j'ai énormément de gens qui m'avaient demandé de faire en fait une formation vidéo plutôt que en complément de l'e-book. Une formation vidéo, ça prend un temps que j'ai pas eu. Mais j'aurais bien aimé aller au bout du truc et faire une petite formation vidéo qui complémente ou même un truc à part. Ça aurait pu être cool et peut-être que je le ferai dans le futur. Ok. Ouais. Après, tu vois, il y a vraiment. Alors, ça me fait penser à Maxime que j'ai eu, donc Maxime Heureux dans sa vie, que j'ai eu dans l'épisode d'avant, qui a fait un truc qui est plutôt malin et que tu peux peut-être réfléchir. C'est qui fait des formations en entreprise à son sujet principal qui est d'être heureux et de mieux se connaître pour être heureux. Donc toi, ça pourrait être d'arriver à scraper de la data. Tu peux faire des formations en entreprise pour comme tu vends tu les vends déjà sur ton site à la base. Pendant que tu fais ces formations, tu te filmes, juste tu mets une caméra et après tu payes un mec où tu le fais toi. Ouais, et tu découpes ces vidéos en plusieurs vidéos et hop, ça te fait une formation. C'est ce que lui il fait et je trouve ça super malin parce que tu fais effectivement d'une pierre deux coups. Ça t'a rapporté des sous et en plus ça t'a permis de créer du content. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est les conseils de Martin, c'est gratuit. Merci Martin. C'est très drôle parce qu'à chaque épisode, je pense que sans faire exprès, j'apporte une piste de réflexion à l'autre aussi. Donc c'est sympa comme échange. Je suis plutôt content que ça apporte aussi quelque chose et que je vous prenne pas juste du temps pour discuter. Après, je sais pas ce que t'en feras, hein, mais renvoie-moi un petit message si ça marche. Comme je te dis, le truc, c'est le temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, Oui, mais par exemple, tu parlais du fait que de temps en temps, tant que vous n'avez pas assez de revenus de MRR, tu fais du freelance. Mais au lieu de faire du freelance, si tu fais des formations qui apprennent aux gens à scraper, c'est des potentiels futurs clients. Tu vois ? Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, et là, tu es dans un truc d'éco et c'est plutôt sympa en général. T'allais dire quoi, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je disais que c'est un truc qu'on avait regardé pour donner des formations. J'ai eu quelques contacts de boîtes qui... puis bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais ouais, ça aurait été un truc qui aurait pu être intéressant. Mets un formulaire de contact sur ta... Vous êtes un gros groupe, vous voulez une formation, contactez-moi. Ouais, peut-être. Et puis tu verras, si t'en as un de temps en temps, c'est sympa. Puis t'en fais 3 dans l'année et t'as ta formation vidéo.
c'est clair. Alors du coup, on peut continuer un peu sur mes questions, parce que ça fait quand même là, 1h25, je pense, si on ajoute nos 2 morceaux d'audio. Ouais. Alors du coup, pour les gens qui savent pas, à un moment donné, le Zoom, parce qu'on utilise Zoom pour se parler, a coupé, et du coup, on a dû reprendre. Et c'est de ma faute, c'est à couper, parce qu'en fait, j'ai pas payé, et bref. J'ai pas payé. Oui, c'est aussi de ma faute, parce que j'ai rejoint 2 fois le Zoom avec 2 trucs différents. C'est ça. Les torts sont partagés. Ouais, c'est ça. Donc du coup, sur mes questions suivantes, en fait, là, il me reste que les 3 questions finales que j'ai. Et après, on a terminé ce petit moment passé ensemble. Donc ma première des questions est, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance? Le meilleur conseil que tu pourrais donner à un maker qui veut se lancer? C'est beaucoup trop de responsabilité, cette question. Ne me fais pas un complexe de l'imposteur. Et c'est toi, si tu avais pu avoir quelqu'un qui te le dit, qu'est-ce que tu te serais dit au tout début? Moi, je me serais dit de le faire plus tôt. Parce que souvent, tu vois, on va te dire, tu vois, quand tu t'écoutes des trucs d'entrepreneuriat, etc., on te dit que la plupart des projets, ils échouent soit parce que il n'y a pas de marché, parce qu'il y a un conflit entre les fondateurs, etc., etc. En fin de compte, la plupart des projets, ils échouent parce que tu les fais même pas, quoi. Soit par flemme, soit par syndrome de l'imposteur, soit par procrastination, il y a 1000 raisons de pas faire un projet. Et du coup, tu sais, ça va être un peu cliché, mais je sais pas si tu connais cette vidéo de. Ouais, il y a une vidéo de Jeff Bezos que j'avais adorée, où il parlait de son Regret Minimization Framework. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, j'ai pas vu, mais en gros, c'est super simple. Je note, j'irai la voir et je la partagerai dans le. Elle dure 2 minutes en plus, donc. En gros, c'est très simple. Il disait, donc je sais pas, c'était il y a 20 ans cette interview, que lui, quand il a des décisions à prendre, il a un raisonnement qui est assez simple à appliquer, c'est qu'il se dit comment je peux faire en sorte pour que cette prise de décision, quand j'aurai 80 ans, je regrette pas ma décision. Tu vois le truc. Oui. Et donc du coup, tu vois, je pense à tous ces gens qui bossent, tu vois, qui sont employés, qui sont d'une boîte et qui sont un peu frustrés de pas bosser sur leur projet, etc., etc. Moi, j'ai été dans cette situation et je me disais si je continue, tu vois, ma situation qui est hyper confortable, hein, de t'es dev dans une boîte, t'es bien payé, tout se passe bien, etc., qu'est-ce que j'en penserai dans 20 ans? Est-ce que je serais content ou est-ce que je serais pas content? Et moi, ma réponse a été assez simple, c'est non, je serais pas content, parce que même si, tu vois, tout va bien dans ma vie, je progresse professionnellement, d'un point de vue familial, ce que tu veux, tout va bien, machin, j'aurais toujours ce petit truc au fond de moi qui me dit, mais et si t'avais fait ton projet, tu vois? Et c'est sûr, mais genre sûr. Et après, c'est très personnel. Peut-être que tu sais que c'est en marketing, c'est un des trucs les plus utilisés. Ça s'appelle fear of missing out. C'est la peur d'avoir loupé une opportunité. Mais c'est sans parler de peur, c'est même pas en fait la peur d'avoir loupé l'opportunité, mais ce serait plus la peur de ne pas avoir essayé. Tu vois, disons qu'en fait, parce quand tu te lances dans tes projets, en fin de compte, il y a peut-être plus que 2 issues, mais on va dire qu'il y a 2 issues. C'est-à-dire qu'il y a l'échec et le succès. Bon, mais en fait, peu importe qu'il y ait l'échec ou le succès, si tu n'essaies pas, tu vas être, en tout cas moi, j'aurais été déçu de ne pas avoir essayé. Plus déçu tu le condamnes à l'échec directement, en fait, de pas essayer. Ouais, ou alors c'est la peur de l'échec t'empêche de le faire. Il peut y avoir, comme je t'ai dit, 1000 raisons de pas le faire, mais dans tous les cas, je pense que, moi en tout cas, j'aurais été plus déçu de ne pas essayer que d'échouer. Tu vois le. Oui, donc, mais je pense que tout le monde, c'est juste qu'au début on a peur, mais après on est déçu si on l'a pas fait. Peut-être. Je sais. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont, tu vois, il y a des gens qui sont faits pour
je crois beaucoup au fait qu'il y a des gens, que tout le monde n'est pas fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que t'as des, comment dire, Des typologies de gens. Ouais, mais je pense que et c'est ok, tu vois. Oui, je dis pas que tout le monde doit se lancer, mais en fait, si tu as des idées d'entrepreneuriat, si ça c'est quelque chose qui revient souvent, que tu as plein d'idées, tu as plein de trucs que tu aimerais lancer, c'est qu'en fait peut-être tu es fait pour ça, mais il y a d'autres trucs qui te bloquent. Je suis d'accord avec toi. Et non seulement, donc d'une part, je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, et d'autre part, je pense qu'il y a plus de gens qui sont faits pour ça que de gens qui le font. Oui. Voilà. Clairement. Et donc du coup, le truc que je dirais, c'est fais-le et fais-le rapidement et puis il faut apprendre. Et tu vois, moi je suis toujours dans cette démarche de j'en apprends tous les jours et j'essaie vraiment d'en apprendre le plus possible et de bien m'entourer, de lire un max de trucs, de mecs intéressants et d'appliquer ce que j'apprends et patati patata et j'espère que ça va continuer comme ça. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants, en fait, c'est-à-dire d'essayer, de se planter, d'apprendre, réessayer, de moins se planter, d'apprendre de nouveaux trucs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les choses fonctionnent, quoi. Enfin, c'est bateau, ce que je dis, mais vraiment, c'est... Tu peux... tu sais, j'avais lu un bouquin, je crois, de Robert Greene, Mastery, ça s'appelait, il me semble. Où en fait il étudiait tous les mecs, plein de mecs successful dans l'histoire, tu vois. Alors ça va de Léonard de Vinci à des entrepreneurs modernes, tu vois. Et puis en passant par des musiciens, par Beethoven, par machin. Et en fait tu te rendais compte que tu as des patterns tout le temps. C'est-à-dire que en fait quand on te dit tel musicien c'était un prodige à 16 ans, mais en fait c'était un prodige à 16 ans, mais il a commencé la musique à 3 ans et il a fait de la musique H24 de ses 3 ans à ses 16 ans, tu vois. Oui, c'était un autiste de la musique, c'est normal qu'il est devenu... en fait, tu te rends compte que mais il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut être humble, il faut apprendre de ses erreurs, etc. Quoi. Il n'y a pas de raccourci. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui revient tout le temps, en tout cas dans tous les makers avec qui j'ai parlé dans Indie Maker, c'est que la dynamique commune, c'est de faire, donc de toute façon le nom de maker, faire, et le faire, plus tu le fais avec conviction et plus tu as de chance d'aller quelque part. Alors c'est peut-être pas l'endroit d'où tu pensais aller au départ, mais en tout cas tu y vas et tu apprends sur la route et c'est un peu comme ça que tu vas être heureux, en tout cas à la fin de ta vie, au moment où tu y repenseras. T'as plus de chances d'être heureux en faisant ça que en prenant le job qu'on t'a proposé, le CDI, et puis juste en te contentant de ça. Je pense que c'est une bonne phrase finale. Là, de toute façon, les questions d'après sont assez simples. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre et avoir des news de toi. C'est quoi le meilleur média ? Je dirais Twitter. Twitter ? Ouais, Twitter. Ok, je le mettrai dans la description. Et ma toute dernière question, c'est qui est selon toi le prochain maker que je dois avoir dans le podcast ? Ça tu me... Ouais. Panique pas. Non, là je suis en panique. Ça y est, tu m'as paniqué. Non, en vrai, moi j'ai pas mal suivi... Léo Backer, j'espère que je n'écorche pas son nom. Oui, qui fait Hyperping. Hyperping, ouais. Tu vois, ça serait cool. Serait cool si tu sais comment je peux le contacter, parce que pour le moment, il ne répond pas. Ah, c'est vrai ? Pourtant, si. Oui, non, mais je pense pas que c'est qu'il me fuit. Hein. Je pense qu'il est très occupé en ce moment. Et que du coup, il n'a pas trop le temps de voir sur Twitter. Parce qu'il a liké, je l'ai tweeté en public. Ah, mais tu l'auras. Mais voilà, c'était la 3e personne à me le recommander, donc c'est sûr qu'il va venir. C'est une question de temps. Et lui, du coup, Léo, pareil, il est
il partage plein de trucs sur ses projets, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est super, je trouve positif. Bah, tu vois, enfin, le simple fait que je te dis, enfin, tu me demandes un nom et tout de suite je te dis Léo Backer, c'est peut-être parce que il a partagé plein de trucs sur ses projets et que bah du coup ça rend son histoire et son process intéressant et ça fait de la visibilité, quoi. Ok, bah parfait. Écoute, je vais le harceler jusqu'à qu'il me réponde. Parfait. Léo, si tu écoutes un jour, tu sauras que c'est arrivé grâce à Kevin. Eh bien, il me reste plus qu'à te dire merci. Merci pour ce temps passé avec toi. Merci à toi. J'espère que t'as kiffé. Moi, j'ai kiffé cet épisode, en tout cas. Kiff partagé. Et à bientôt. Allez, à bientôt, Martin. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.